Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite capsule synthèse concernant le document sur les traumatismes crâniens et du rachis. C'est un document qui est quand même volumineux. Donc, en faisant une petite synthèse comme ça, là, je pense que ça va vous aider dans votre étude. Alors, bien sûr, il y a des pages que je vais passer plus rapidement. Toutefois, vous pouvez aller le revoir là, par vous-même aussi. Le document va être accessible sur le Brio. Donc, la thématique, bien sûr, est les traumatisés crâniens, les traumatismes. Alors, vous voyez un petit peu là quelques statistiques par rapport au traumatisme, au TCC. Ici, c'est la table des matières et on va commencer avec l'anatomie physiologie. Donc, si vous voulez aller réviser, en fait, vous pouvez aller voir la boîte crânienne, les méninges, vous pouvez aller voir, bon, les hémisphères, etc., cervelet, bon, normalement, c'est quelque chose que, tu sais, vous connaissez, là, selon moi. Les rappels anatomiques, les nerfs crâniens, donc les 12 paires de nerfs crâniens, que parfois on a certains tests là, qu'on peut faire pour valider s'il pouvait avoir une problématique au niveau d'un nerf crânien. Par la suite, au niveau de la physiologie, là, c'est de vous mentionner aussi que, euh, en général, une pression artérielle qui est supérieure à 90 millimètres de mercure offre une perfusion cérébrale qui est adéquate. Donc, c'est plus en bas de 90 que là, on pourrait commencer à s'inquiéter. Bien sûr, nous, on peut utiliser aussi le TCO2 là, qui peut nous aider à valider ces informations-là dans un cas de TCC où on veut conserver environ une valeur de 35 millimètres de mercure. Alors, les principes de base, là, que l'hyperventilation, si j'hyperventile, ça pourrait faire diminuer la pression intracrânienne par vasoconstriction cérébrale et ça pourrait occasionner une ischémie cérébrale possible. De l'autre côté, l'hypoventilation va entraîner une vasodilatation des artérioles, augmenter la perfusion, augmenter la pique. Donc, notre ventilation est vraiment importante dans un cas de TCC. Puis, comme je disais tout à l'heure, on va aller chercher un ETCO2 environ à 35. Donc, l'équilibre est là. Et le TCO2 nous permet de savoir si on doit hyperventiler un petit peu le patient, hypoventiler, etc. Les traumatismes. Donc, vous avez les lésions cérébrales primaires et secondaires. Ça, je le passe quand même assez rapidement. Je pense que ça peut se faire en lecture personnelle. Donc, on va le passer. Ici, les traumatismes crâniens, il y a 4 classes de lésions cérébrales secondaires. Bon, vous les voyez ici. Et là, je vous invite, bien sûr, si vous êtes curieux, vous voulez revenir dans votre matière, vous pouvez aller lire les sections dans le PHTLS sur le TCC. Donc, c'est intéressant de revenir là, parfois dans nos connaissances un petit peu qu'on a vu souvent en première année, par la suite en trauma, puis on vient tout consolider nos apprentissages là, lors de la 5e et 6e session. Ensuite, je descends un petit peu. Je voulais voir. Oui, ici. Donc, lorsqu'on parle d'un engagement au niveau, lorsqu'on a un TCC, puis qu'on est rendu à l'effet de masse et l'engagement, vous voyez le tableau, moi je trouve qu'il est très significatif. Donc, vous avez un état normal avec une pique normale, un état compensé et l'état décompensé. Donc, vous voyez toute la différence un petit peu entre chacun, là, le liquide céphalorachidien, la masse cerveau, le volume artériel. Vous voyez les pupilles. Donc, c'est vraiment dans un état où le patient va être sur le bord de décompenser finalement qu'il va avoir une pupille en mydriase ou l'anisocorie qu'on va mentionner. Et la pique va être plus élevée. Bien sûr, si vous voulez aller voir là, tous les trucs là, par rapport à la pique, les calculs, etc., ben là, je vous invite vraiment à aller dans le PHTLS. Donc, pour satisfaire votre curiosité. Pour le reste, les signes vitaux, lorsqu'on est dans un état décompensé, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, pardon, qui va diminuer et la pression artérielle qui va augmenter. Donc, vous avez ici l'explication pour se rendre jusqu'à l'engagement. L'engagement qui est le cerveau qui va être expulsé par le seul trou possible, qui est le foramen magnum. Donc, plus ça va et plus graduellement, ça va aller vers le coma et la mort du patient.
Vous avez ici la physiopathologie de l'augmentation de la pique. Donc, l'accident crânien, l'édème tissulaire, l'augmentation tranquillement graduelle de la pique, compression des vaisseaux sanguins, diminution du débit cérébral par compression des vaisseaux, diminution de l'O2 et la nécrose cellulaire, l'édème, l'augmentation de la pique, accompagnée de la compression du tronc cérébral et du centre respiratoire. On a l'accumulation éventuelle de CO2, vasodilatation, augmentation de la pique et la mort éventuelle. Donc, des signes et symptômes de l'effet de masse qui se produit lors d'un TCC. Les plaies, bon, vous voyez, étourdissement, nausées, vomissements, problèmes de vision, désorientation, paresthésie, il y en a plusieurs. Et plus ça va, plus les symptômes s'aggravent. Donc, lorsqu'on est rendu dans le début de l'engagement, ben là, on va aller, la période qui va être plus la décompensation en tant que telle, l'amydriase unilatérale, la paralysie du côté opposé à la lésion intracrânienne, le coma associé. Ici, dans le stade d'engagement par la suite, vous avez une dyspnée de Cheyne-Stokes, donc la respiration qui est plutôt saccadée, qui va avoir des périodes d'apnée. Ensuite, on a l'installation typique de la triade de Cushing. Puis, ici, comme à la figure 1, on voit la période de décortication et qui va évoluer vers la décérébration. Puis, ça peut aller jusqu'à l'opistotonus, qui est de se mettre en pont, qui va évoluer ensuite là, vers la perte de tonus. Donc, la personne va devenir plutôt flasque, c'est le terme, après l'engagement, donc, et le décès. Vous voyez aussi un tableau clinique des signes vitaux, justement. Donc, plus vous avancez, précoce, tardif ou terminal, vous voyez les signes et symptômes. Donc, vous avez la triade de Cushing ici, qu'on va voir plus dans les signes tardifs. Et ensuite, vers la terminale, là, c'est vers la mort. Ici, la flacidité, là, c'est d'être flasque, justement. Et ensuite, bon, la triade de Cushing, si on vous demande à un moment donné de l'expliquer ou quoi que ce soit, qui est associée au TCC, vers la phase de décompensation, c'est la respiration qui devient irrégulière et lente, la respiration typique de Cheyne-Stokes, puis le pour ralenti, la tension artérielle va monter. Donc, la respiration de Cheyne-Stokes, ici, qui est bien expliquée, selon le PHTLS. Vous avez aussi une vidéo, là, si vous voulez cliquer, vous pouvez aller voir aussi le type de respiration Cheyne-Stokes que ça peut avoir. L'édème cérébral débute au niveau, bon, ça c'est beau, je regarde, non. Ça, je vais moins aller là-dedans dans tous les types d'hématomes en tant que tel, hématomes extradurales, donc vous pouvez aller le lire là, par vous-même, voir un peu de quoi ça peut avoir l'air. Donc, hématome extradural, sous-dural, intracérébral, les contusions cérébrales, donc il y a quelques particularités. Il y a moins de questions là, à l'examen par rapport à ça, je vous dirais. Puis, tu sais, il faut jamais oublier que, comme paramédic, il faut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi, donc dans le concret. La commotion cérébrale, par exemple, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent là, dans les traumatisés crâniens. Donc, la commotion qui est un TCC léger ou moyen, tout dépendant, qui est souvent présent chez les sportifs, par exemple. Lorsque c'est à répétition, il y a quelques études là, qui mentionnent que les gens peuvent avoir des séquelles un petit peu plus permanentes là, par la suite. On le voit quand même chez les boxeurs, les sportifs qui reçoivent des coups à la tête, entre autres. Donc, en gros, vous avez quelques manifestations cliniques ou des caractéristiques finalement de la commotion cérébrale. En général, il n'y a pas ou peu de lésions au cerveau. Il y a une perte de conscience de quelques secondes à quelques minutes. Une amnésie parfois là, rétrograde d'une durée variable. Ça dépend. Puis vous pouvez voir la personne là, qui a de la difficulté à se coordonner, qui a de la difficulté à vous répondre, à se concentrer. Donc, ça ressemble beaucoup à ça là, pour la commotion. Bien sûr, tout ça va devoir être confirmé par un TACO cérébral, comme par exemple, il pourrait avoir un hématome ou une hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, il faut aller le confirmer quand même avec un TACO. Les traumatismes crâniens. D'autres causes, ici, là, par exemple,
Avec un TCC, il faut juste éviter, par exemple, l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. C'est juste de vous mentionner que le débit sanguin, quand le débit sanguin cérébral est diminue, ça va provoquer une baisse en oxygène ainsi qu'en glucose. Alors, notre patient, on veut juste être certain que faut s'assurer finalement qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie. Pourquoi l'hyperglycémie? Ben, il mentionne que souvent, il va y avoir une période où ça va être plus rapide, il va y avoir une augmentation rapide de l'absorption du glucose, juste après le trauma. Puis après, il va y avoir une période prolongée et une diminution là, de la glycémie. Donc, c'est ce qu'on doit se méfier là, dans un cas de TCC. Les autres, vous les avez, là, tout est bien expliqué aussi dans le PHTLS. Donc, vous pouvez aller le relire quand même pour voir d'autres causes là, au niveau systémique. Par la suite, les traumas du rachis, je vais en faire un petit bout là, jusqu'à 15 minutes, ma capsule, on va voir, sinon on va le compléter en classe. Donc ici, les statistiques. Très important, là, les lésions du rachis, de la colonne vertébrale. Les plus importantes, je pense que c'est la faiblesse peut-être du squelette humain, mais il y a 55% de blessures qui viennent au rachis cervical. Donc, c'est l'endroit qui est le plus touché au niveau des blessures. Puis, c'est sur le terrain, c'est la même chose. Lors des accidents, c'est souvent des plaintes de cervicalégie. Ici, pour vous montrer les nerfs cervicaux, et à partir de C2 à C5, le diaphragme est innervé par le nerf phrénique. Puis, lorsqu'on a une rupture de la moelle épinière au-dessus de C2, ben là, il va y avoir une ventilation qui va être interrompue, donc une assistance ventilatoire nécessaire pour le paramédic. Ici, ça parle un petit peu des impacts, les types d'impacts, les compressions. Ça, je vais le passer, là. Je vais aller vraiment dans ce qui est le plus important. Trauma zéro. Donc, on va travailler là-dessus là, dans les prochaines semaines avec des mises en situation pour voir est-ce qu'on immobilise, qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on va aller dans telle situation particulière. Vous le verrez aussi là, probablement en pratique. Donc, voilà, en présence d'un des facteurs, vous devez immobiliser. Donc, ça, c'est clair. La fiabilité de l'appréciation clinique est altérée. La présence d'une douleur significative et distrayante. Par exemple, un bassin qui serait fracturé, souvent les douleurs vont être supérieures à 7 et plus. Une douleur à la colonne, cervicale et ou dorsale et ou lombosacrée. Déficit neurofocal présent ou disparu. Il peut avoir été présent au départ, disparu là, mais on se doit d'immobiliser. Aussi, vous avez tous les critères là, qui sont dans la section trauma de vos protocoles. Vous pouvez aller voir. Et ça, il y a une question d'examen d'ailleurs là-dessus, de vous demander si l'immobilisation doit être réalisée ou doit être considérée. Alors, vous devez quand même connaître là, vos critères. Ici, l'âge, 8 ans et moins. Les mécanismes de haut risque que vous pouvez relire. Donc voilà, d'un point de vue physiopathe, le choc spinal, ouais, ça, je vous laisse le lire, le choc neuro, ok, traumatisme fermé, ça, c'est beau, lésionnel, je veux passer là-dessus, les photos, je passe, vous pouvez les regarder, il n'y a pas de problème. Les traumatismes pénétrants, bon, il explique encore c'est quoi au niveau des traumatismes pénétrants. Je crois que ça va avoir tendance peut-être à changer là, éventuellement dans les nouveaux PIC PSP. Par contre, on n'est pas encore là-dedans, donc on reste avec ça. Ça ici, vous allez les voir un petit peu plus là, dans la prochaine semaine. Fait que je vais passer quand même rondement là, là-dessus. Et l'APP, bon, l'impression générale, ça, on va en reparler là, éventuellement. Donc, est-ce que c'est plus une sortie rapide, une immobilisation? Est-ce que je dois mettre le KED? Est-ce que je peux faire un lever assisté, par exemple? Donc, voilà, ça, c'est l'objectif qu'on va aller avec les soins. Donc, le verdict de stabilité. Quel est le QTPT? Donc, on va aller dans toutes ces sphères-là. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Et oublions pas qu'un paramédic, il faut que ce soit excellent dans son examen primaire LABC, hein, puis DE après, puis dans les soins immédiats. Donc, c'est vraiment l'important.
Les signes, bon, ça ici, on a les signes d'instabilité. Je descends plus rondement, là, mais ce sera vu